Fait que Michel, avant de commencer la tournée de ton jardin, l'autre jour, quand on s'est parlé, tu m'as dit, Martin, il dit, quand tu vas venir à la maison, il faut absolument que tu goûtes à mon cerfeuil musqué. Ouais, le cerfeuil musqué. Le cerfeuil, le cerfeuil commun, c'est une fine herbe qui est à peu près nécessaire en cuisine française. OK. Ça a un petit goût anisé. Si on veut regarder ici, ça, c'est un plant de cerfeuil. On est en début juillet, il est déjà monté à la graine. Il y a déjà des petites graines ici, là. Le cerfeuil commun, c'est extrêmement délicat. Ça t'en prend beaucoup si tu veux vraiment comme cuisiner avec. OK. Et ensuite, là, c'est une plante de printemps qui va mourir autour du mois de juillet, puis ça peut repartir à l'automne. OK. C'est vraiment quelque chose, c'est une plante de froid. OK? Le cerfeuil musqué aussi est une plante de froid. Cependant, regarde la quantité ici. Là. Regarde le buisson. Là. Ça. On n'a pas la même affaire de grosseur là, de Non, buisson. on n'est pas pantoute dans les mêmes grosseurs, dans le même volume. Et ça, c'est une plante vivace qui fait une très, très longue carotte dans la terre, là, à peu près 3 pieds de long. OK. Je vais te faire goûter ça. Moi, je vais entendre ton commentaire. Ben ouais. Ça a un goût anisé absolument extraordinaire. Voilà pour vous, cher ami. Ben merci beaucoup. Ça me rappelle le goût de la réglisse noire. Ouais. Bon, le goût de la réglisse noire, c'est le goût de l'anis. Exact. OK. Puis c'est sucré. On voit la feuille. Tu sens-tu le sucre dans la feuille? Vraiment. C'est sucré, c'est délicieux. C'est une plante extrêmement généreuse. Là, ici, moi, je l'ai mis du long de mon solage qui est au sud. C'est protégé de la lumière par le gros pin là. Il est vraiment en semi-ombre. OK. OK. Et en semi-ombre, parce que je suis sur une terre sableuse, ça lui prend ça. OK. Dans une terre lourde et fraîche, il pourrait prendre le soleil. OK. Au jardin botanique à Saint-Hyacinthe, là, je l'ai vu récemment. Il y a un immense plant, il est en plein soleil, mais c'est une terre de glaise. OK. Donc la terre est fraîche, elle a besoin d'un sol frais. Ici, ben, c'est l'ombre qui donne mon sol frais, il ne m'a pas besoin de trop de lumière. Là, vous voyez, il est monté en graine. Là, tu vois les bouts des petites branches qui jaunissent ici. La petite graine qui était verte au départ, elle est rendue brune. Cette graine-là, quand elle est verte, là, quand elle est immature, comme un petit peu comme ici, là, mais il y a un stade moins avancé, plus frais, là, c'est du vrai nanan. Ça se mange. ouais. Ah oui, c'est bon. C'est vraiment très bon. Là, cette graine-là, je vais t'en donner pour que tu l'amènes chez toi. Ben ouais. OK? Cette graine-là, là, il faut la semer cette année. OK. Ça ne sert à rien de faire sécher la graine une année. Là, j'ai essayé. Oubliez ça, là. Tu sais. Faut vraiment la semer fraîche. Ouais, tu la ressèmes fraîche à l'endroit où elle va pousser. OK. C'est une plante qui n'aime pas être transplantée. Ce plant-là avait été transplanté, mais en état bébé. OK. OK? Puis là, j'avais pris une grosse motte de terre, fait que j'ai réussi. Mais il y avait déjà une carotte longue de même, là. Quand même. OK? Et ça va dans tout. Avec toutes les recettes italiennes, là, c'est vraiment extraordinaire. Le petit goût d'anis, c'est proche du fenouil. Les Italiens adorent mettre du fenouil dans leur sauce, tout ça. Le feuillage est très délicat, sucré. Nous, souvent, dans les salades, c'est pas compliqué, là. Je ramasse du cerfeuil musqué, de la ciboulette, et puis on se fait un petit mix, puis on met ça, nos sauces à spaghetti bolognaise, dans les salades. C'est vraiment un passe-partout. Et c'est aussi une plante qui est délicieuse dans les desserts. Ben j'imagine, hein, avec son goût sucré en plus. Son petit Là. goût sucré ou d'anis, là, Ouais, j'ai fait une tarte aux poires là, vraiment mémorable avec ça, là, tu sais, avec c'était recouvert de cerfeuil musqué sur le dessus, c'était vraiment délicieux. Vraiment surprenant le goût sucré que ça Oui, a. oui. Et puis là, regardez, là, ça a commencé au printemps, au dégel, OK? C'est un des premiers trucs qui a levé de terre. Et puis ça, j'en ai, là, ça va endurer 4 ou 5 bons gros gels. OK? Là, finalement, il y a un gel plus fort qui va finir par le tuer, là. Ouais. Mais c'est tough, c'est productif. Un plant suffit, là, tu sais. Et puis là, il y a toutes ces graines-là. Là, vois-tu, là, je ramasse les graines pour les donner aux amis parce que plusieurs personnes m'en demandent. Ouais. Après ça, je vais raser le plant. Je ne déshydraterai pas ça OK. parce que ça goûte plus rien, là. Ça peut pas... c'est comme du cerfeuil ordinaire séché. OK. Ça a plus de goût. Je vais le congeler. Je vais le congeler dans de l'eau, dans des cubes de glace. Je vais le hacher, le congeler, OK. mettre ça au frigo. Et là, il va me faire une autre génération. Il va remonter encore. Là. Ah, quand même. OK. C'est bon à savoir. C'est extrêmement généreux. Moi,
ma fine herbe préférée, honnêtement, au jardin. C'est la plus grande découverte de ma vie. C'est tellement délicieux, tu sais. Ben, Ça fait des merci. tisanes aussi. Tu peux absolument tout faire avec ça. Du salé, du sucré, de la tisane. Ben, merci de partager avec nous autres ta découverte à vie. Et là, juste à côté, il y a une autre plante vivace ici. OK? Cryptoténia japonica. Qu'on appelle le Celle-là ici. qu'on appelle le Mitsuba, qu'on surnomme aussi souvent le persil japonais. Faut pas se tromper, ça goûte pas le persil. Cependant, ça peut aller dans les salades comme le persil, tout ça. Je te fais goûter. Bien sûr. Je te fais goûter une jeune feuille. OK. C'est extrêmement savoureux. C'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en salade. Puis être très, très, très content. Ça a du goût. C'est pas le persil. Là. Tu sais, on appelle ça Non. le persil parce qu'on cherche une référence toujours à des choses qu'on connaît. Mais en fait, ça n'a aucune référence avec le persil. Ça Non. ressemble pas à du persil, ça goûte pas le persil. Mais c'est bon. Ça goûte le vert, ça goûte. Je sais pas comment Un petit décrire côté- ça. Non, il y a un petit côté poivré aussi, un petit peu. Oui, c'est vrai. C'est comme un peu une sorte de capucine, mais 1/10 de la capucine ou quelque chose comme ça. Peut-être. Je ne sais pas, tu sais, moi la capucine, je suis pas capable. J'essaye, je suis pas capable. Puis, je vais faire de la peine à des gens, mais nos goûts, on les choisit pas tous. Non, exactement. Puis tous les goûts sont dans la Mais nature. celui-là Hein? est extrêmement délicat, puis il apporte une petite touche, presque, on pourrait pas dire du savon, mais quelque chose de... Non, mais un goût qui doit se prêter vraiment bien dans une salade. Ouais, c'est vraiment une plante à salade. Ouais. Ça, c'est vivace, ça va revenir. Ça revient tout le temps. Là, c'est en train de me préparer à faire des petites fleurs, ça va faire quelques graines. C'est une plante qu'au Japon, là, c'est presque une plante sacrée, tu sais. OK. C'est vraiment... les Japonais sont très, très forts à manger du sauvage. Comme ce qu'on appelle l'asperge du mérocal, la tige qui monte au printemps. Ouais. Ça se vend au Japon. Les hosta, tu sais, regardez, on en voit des hosta ici, là. Bon, ceux-là sont à petites feuilles. Si on va plus loin, il y a des hosta à grandes feuilles. OK. Tu sais, regardez un comme celui-là ici, là. Tu veux venir montrer. OK. Plus les feuilles sont grosses, le hosta est toujours comestible, même à ce stade-là. Cependant, là, c'est trop fibreux. Les fleurs sont comestibles, les fleurs se mangent. Les chefs aiment avoir des feuilles, des fleurs de hosta. Mais au printemps, quand le hosta émerge de terre, il fait un petit peu, ça ressemble à une asperge un peu. Oui, Et exact. d'ailleurs, il y a des cultes. C'est toujours bon, le hosta. C'est toujours délicieux. Ça se vend très, très cher au Japon, dans des petites barquettes, là, où tu as 5 ou 6 petites tiges, là, tu sais. Mais il y a des variétés qui goûtent 100% l'asperge. OK. Comme les yeux bandés, tu donnes ça à quelqu'un, s'il ne l'a pas vu, il va penser qu'il croque de l'asperge. Tu as toujours un petit goût proche de l'asperge dedans, mais il y en a que c'est vraiment asperge pure. OK. Et ça se vend des fortunes au Japon. Et on ne sait pas que nos hostas sont comestibles. Les chevreuils le savent, eux autres. Puis, puis le hosta, Les limaces aussi. c'est une plante qui pousse très bien au Québec. Qui pousse très au bien Québec, ça en pousse milieu à l'ombre, humide, regarde, exactement. J'en ai à l'ombre complète là-bas. En fait, dans son milieu naturel, ça pousse en forêt. Tu sais, je veux dire, Exact. il y a les arbres qui cachent la lumière, puis ça pousse. Ouais. Tu sais, nous, on a hybridé, l'humain a hybridé pour avoir des hostas qui endurent plus le soleil. Tu sais, mais dans son milieu naturel, c'était ça. Les fleurs aussi sont très comestibles. On va faire un Good. tour ailleurs. Ben oui. Je peux te montrer un. Quand je parlais de mérocales comestibles, ça c'est Mérocalis citriodora. OK. Et ça c'est une espèce sauvage. C'est pas un hybride, là, parce que les hémérocales qu'on connaît, la plupart du temps, sont des hybrides. Là. Cette espèce-là est considérée par Stephen Barstow, qui est le plus grand expert mondial. C'est un ami que j'ai fait venir de Norvège, donner des conférences ici au Québec. OK. Stephen a écrit un livre qui s'appelle Le Tour du monde en 80 plantes. OK. Et c'est tout. Il a fait une salade, Stephen, avec 535 ou 37 variétés de plantes sauvages comestibles. Il est dans le Guinness. Oh my God. C'est l'expert mondial de la nourriture sauvage. Et c'est son hémérocal préféré. Ah oui. Alors, ça, là, c'est du nanane pour eux autres. Ça, c'est en général mis dans une. Ça peut être une tempura. OK. Et puis, c'est mangé comme légume dans une tempura. La fleur, elle, d'un côté, peut être farcie. Tu réattaches au bout. Et puis, c'est souvent des mélanges de riz avec des épices, des fines herbes. Et puis, au printemps, ben là, c'est les tiges
qui montent du sol, OK. qui sont comestibles, qu'on mange un peu comme des asperges. OK. Il y a une autre plante ici qui est extrêmement intéressante, que malheureusement les gens ne connaissent pas. Ce que vous voyez là, ça ressemble à ça parce que je l'ai laissé aller. C'est du chervi. Le chervi, c'était avant que la carotte ne s'empare de l'Europe. C'était la carotte avant l'époque de la carotte. Ah, Si je déterrais ça ici en bas, là, il y aurait comme un immense paquet de racines qui viennent pogner le tronc principal. OK. Qui sont un peu comme des carottes. OK. OK? Et plus elles sont grosses, ces racines-là, plus délicieuses elles sont. C'est une plante dont on peut aussi manger la pousse printanière comme un asperge. Ah. Exactement comme un asperge. Moi, ici, ils sont très, très hauts. Là. Je les ai vraiment laissés aller pour voir ce que ce clone-là pouvait faire. OK? Il va me faire de la graine. La petite fleur ici, tu vas me dire ce que ça goûte. Ben oui, certainement. Je veux que tu me dises qu'est-ce que ça goûte. Ça goûte le panais. Ça goûte le panais, Michel. Oui, ça goûte exactement le panais. La racine aussi. Ah La oui? tige printanière aussi. Tout se mange là-dedans. Même ces petites feuilles-là, là, tu pourrais les manger dans une salade. Là, on est rendu à un stade où, écoute, il faudrait manger les vraies jeunes feuilles. Là. OK. Mais Vraiment très, très bon. C'est surprenant le goût du panais qu'il y a. Il y a comme un petit goût un petit peu plus amer qui vient par la suite qu'on ne retrouve pas dans le panais. Mais quand que tu le prends sur le coup, c'est vraiment le goût du panais. la fleur aussi, ça se met dans les salades. La feuille, pardon. Là, Mhm. la fleur. Là, la fleur est tout petite. OK, elle vient d'émerger. Là. Mais à un moment donné, ça va être un petit peu plus gros. Là, puis ça va être plus croquant aussi. Plus OK. Cette plante-là, là, tu peux tailler ça comme une headset. Tu pourrais tailler en buisson carré. Ça se forme très bien. Lorsque tu le tailles, OK, et là, on y va au sécateur, là, tu le gardes taillé, là, ça devient un mur de fleurs blanches. Ah oui? Du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre. OK. Là, on les mange, on les cueillait, nous autres. Moi, je les cueillais pour les chefs, là, tu sais. Là. Ben oui. En fait, c'est des chefs qui les cueillaient. Ils venaient au jardin, puis Il ils allait capotaient raides, puis que là, ils les ramassaient. Et avec raison. Alors, on retaillait au sécateur. Comme ça taillait une belle petite... J'avais une aile à peu près 20 pieds de long. C'était taillé, carré, là, super beau. Puis c'était blanc tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est vraiment impressionnant. OK, on a quoi ici, Michel? Là, vous reconnaissez cette fleur-là, hein? On appelle la fleur à pète. Ah, la Les fleur à Italiens pète. l'appellent culpit. OK? Ah. La fleur à pète, le silène enflé, en fait. Regardez, là, j'en ai une ici, là. Ça, c'est du silène enflé. C'est celle que petit, on écrasait dans nos mains, là. Bing, on faisait ça, puis ça faisait un bruit de pète, là. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le silène enflé est une plante très appréciée des Italiens au printemps. OK. OK? La couronne de feuilles au printemps, là, elle a un petit côté vert avec un peu d'amertume. Les Italiens aiment beaucoup l'amertume. D'ailleurs, j'en ai une 60aine de plants que je vais aller transplanter en arrière, à l'ombre, là, pour faire des salades de printemps. OK. Ça fait d'excellents risottos. Ah, Ah ouais, tu ramasses ça un peu comme... on va dire que c'est un peu comme des feuilles de brocoli ou quelque chose comme ça, là. Et les gens font un risotto avec. Alors, je m'en suis acheté de la graine. Puis c'est vraiment bon, là, mais c'est quelque chose qu'il faut cuisiner. Manger cru, c'est pas très intéressant. OK. Par contre, cuisiner, moi j'avais des chefs italiens dans les restaurants italiens dans le coin du marché Jean Talon. Là. Oh, j'avais de la silène enflée. Là, tu sais. Ça se vend. Les compagnies de semences italiennes vendent la graine de ça. Ah oui? Et ici, on a Terre d'abondance. Oui? Terre promise. Terre promise qui vend la graine du silène enflé. OK. Ah, c'est bien à savoir. Fait qu'ici, Là, c'est ton jardin. Qui est un jardin qui manque d'amour depuis quelques semaines. C'était tout désherbé il y a 2 semaines, là, avec toute la pluie qu'on a eue. Ben, il faut que je repasse, quoi. Ben oui. Mais ici, la première rangée, c'est des pommes de terre. Ça, c'est de la Prince d'orange. Mais après, j'ai 2 pommes de terre que j'ai créées. Ça ici, en fait, celle-là, je dis j'ai créé, j'ai sélectionné celle-là. Ça, c'est la rose de Lucine ici, qui est une pomme de terre qui n'est pas encore dans le commerce. C'est une pomme de terre à chair rose qui est absolument extraordinaire. Le goût est fabuleux. En frites, elle a une texture idéale pour faire des purées et pour faire des frites. OK. Contrairement à d'autres patates de couleur. Les gens pensent C'est une grosse patate, ça, oui, c'est Michel? une grosse patate. OK. C'est une belle grosse. Elle a une forme parfaite, allongée, un peu comme une recette. OK. OK? Elle a la peau rouge et la chair rose. Ah, OK.
Elle est vraiment, mais vraiment très bonne. Ça, c'est pas mal réservé aux chefs. Là, on est en train de la multiplier avec une entreprise qui s'appelle Passion Patate, mon ami Laurent du Ouais. c'est les gens qui l'ont goûté. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit je n'ai jamais mangé de frites aussi bonnes qu'avec cette Ah ouais? pomme de terre-là. Ouais, ouais, elle est costaud. Ça me donne quasiment le goût de revenir à l'automne, ça. Ben, tu reviendras à l'automne. Hein? J'en ai pas gros ici parce qu'on a des milliers de plants qui poussent ailleurs. Là. OK. Mais je voulais en avoir dans mon petit jardin. Bon. Celle-là ici, tu remarqueras, regarde. Regarde la grosseur des feuilles. Montre aux gens la grosseur des feuilles ici. OK? Et là, viens-t'en ici. Amène la caméra. Vois-tu qu'il y a une différence considérable dans la taille des feuilles? Vraiment. OK. Ça ici, c'est la pomme de terre. C'est la préférée de Normand Laprise au Toqué. C'est la préférée de plusieurs chefs qui y ont goûté. Celle-là, c'est pas une sélection de moi, c'est vraiment une création. Elle s'appelle la Louis Albert. Mhm. Je l'ai appelée la Louis Albert. En l'honneur de Louis Albert de Broglie, le prince jardinier en France, qui m'avait hébergé, mon ami Tom Wagner et moi, là, en 2009, pour une série de conférences OK. sur la tomate et la patate. La raison pour laquelle les feuilles sont plus petites, c'est que c'est une diploïde. La plupart des pommes de terre sauvages, je dis la plupart, je ne dis pas l'entièreté, OK, dans les Andes, sont des diploïdes. Puis ça, c'est quoi, ça? Explique-moi ça un peu, Michel. Il y a deux sets de chromosomes comme l'être humain. On fait l'amour, on a un set de gamètes qui part, puis il y a l'ovule qui est là, puis ça, c'est deux sets de chromosomes. OK. OK. Les pommes de terre, à un moment donné, il y a eu des mutations, bon, il y a eu des dédoublements. Les pommes de terre régulières qu'on mange, la grosseur normale qu'on mange, là, sont toutes des tétraploïdes. OK. Il y a eu doublement de chromosomes. OK. Fait que là, ils sont plus gros, tout simplement. OK. La génétique est plus costaud. Fait que les feuilles sont plus grosses, les patates sont plus grosses. Cependant, le goût des vraies bonnes pommes de terre, là, le goût est dans les diploïdes plus que dans les tétraploïdes. Alors, tout le truc des hybridats, c'est qu'ils essaient de ramener la saveur des diploïdes dans les tétraploïdes. OK. Il y a des manières de faire des croisements entre les deux. Là. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Non, je pense qu'on va perdre du monde là-dedans. Ouais. Mais ça nous donne des pommes de terre qui sont plus petites, mais dont la saveur est extraordinairement concentrée. OK. Celle-là, là, tous les chefs qui l'ont goûté, c'est la patate. T'sais. Ils veulent toute la Louis Albert avant d'avoir toutes les autres. Les gens disent que la chair est jaune-orange. J'ai réussi à mettre la main sur une coupe de patates comme ça au printemps que je cultive présentement dans le jardin, puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ben, je te souhaite, mon vieux, que ça marche. Je le souhaite aussi. Tu vas voir que c'est vraiment bon. C'est pas gros, là. Non, c'est des tout petits. En restauration, ce que les chefs recherchent, c'est des petites patates. Ouais. Le grelot. Genre le grelot. Oh, des fois, il y en a qui veulent avoir ça, c'est plus des grelots, c'est des garnottes. Mais ça coûte cher. Ça coûte. C'est là à ramasser, là, des patates grosses comme des billes. J'imagine, ouais. Hein? Oui, voilà. À côté, ici, tu vois des oignons qui ont monté en graines. Ça, ce sont des espèces. En fait, ça, c'est pas des oignons. Ça, c'est un poireau vivace. Ici, ben là, regarde, il n'est pas gros, il y a de la misère un peu. Mais c'est un poireau vivace qui fait de la semence. Lui, là, quand il va avoir fini de fleurir, il va tomber endormi. Il est en train de mourir, là. OK. OK? Mais il va repartir à l'automne. Ça, c'est l'ancêtre de l'ail éléphant. Ah. Ça, tu coupes ça. Ben là, j'ai ma tige. C'est pas le temps de couper, là, c'est rendu boisé, comme des oignons. Mais tu coupes au-dessus du sol, ça goûte le poireau, mais un poireau, je dirais un goût très, très délicat. Moi, je compare souvent, là, une ballerine comparée à un bûcheron. Bien, le poireau normal serait le bûcheron, ça serait une ballerine. Et ça laisse en bouche une saveur extraordinaire. Ça se mange même cru, là. C'est très, très, très délicat. C'est un légume vraiment extrêmement gastronomique. C'est vivace, OK? Et là, ils vont me faire de la fleur. La plupart des variétés font des bulbilles, comme l'ail, OK? OK. Dans la fleur. Elle, cette variété-là que j'ai, c'est la seule qui fait de la graine. Ah. La vraie graine. OK? Bon là, il n'y en a pas gros, là. Là, je vais recueillir les semences, puis on va les multiplier. Ça, c'est l'oignon égyptien, ici, là, que les gens connaissent. Là, il est en train de mourir, ils sont en train de sécher. Ça va me faire des petits oignons. D'habitude, là, ça tombe, bang. Puis là, ça ressème, puis ils appellent ça walking onion en anglais. L'oignon se promène, puis ça va tout le temps. Les autres variétés que vous voyez, là, ça, c'est de la ciboule. OK? Ça, c'est des oignons. Je suis en train de faire de la semence, produire de la semence. Là. Alors là, vous voyez, excusez-moi, là, il y a bien de la mauvaise herbe, là, mais... On n'est pas regardant sa mauvaise herbe. Okay. Tout le monde a de la mauvaise herbe dans son jardin. C'est de la mauvaise herbe comestible, ça, là. En fait, il y en a qui vont dire que ça n'existe pas de la mauvaise herbe, ouais, là. Bien, je suis un petit peu de la gang. Ça, ici, c'est un... Là, je laisse monter ça en graines, OK? C'est un navet à feuilles. Ah?
mais d'une variété, c'est la semence qui m'est arrivée du Portugal, Cuvée de Nabissa. OK, les Portugais sont extrêmement friands de ce type de navet à feuilles-là. Le Cuvée de Nabissa, si on regarde beaucoup de navets, parce que les gens ne savent pas que la feuille de navet est comestible, évidemment, il faut la cuire. Là. Manger ça cru, c'est pas très intéressant. Mais celle-là, elle a vraiment une apparence plus de chou. OK. OK, elle n'a pas de poils, elle n'a rien. C'est vraiment comme c'est une variété à feuilles plus typées chou. J'en ai envoyé en Mangani, puis les gens l'ont adoré. Les Manganiens sont des mangeurs de feuilles de navet. OK. C'est leurs épinards à eux autres, là, avec les saisons qu'ils ont. Alors là, je suis en train de faire de la graine. Je devrais ramasser un bon paquet. Ça l'a tout poussé. En fait, j'en avais fait l'an dernier. Puis il y a quelques plants que j'ai laissé monter à la graine, mais tu ramasses jamais toute la graine. Hein. Tu penses que tu l'as tout ramassé, mais jamais. Puis ça s'est ressemé ailleurs dans le jardin. Là, les grands plants, ça vient 6 pieds de haut. Ça a tombé. J'ai juste repris les plants, puis je les ai transplantés. OK. Puis là, regarde, il m'en pousse un peu partout. Donc là, je les laisse là pareil, parce que cette graine-là est précieuse pour mes amis de la Mangani. Et c'est très bon en passant. Hein. Je cueille la feuille, là, on a mangé ça comme un kale, en fait. Il m'en reste encore un petit sac. Mais cuit. Ouais, en fait, je la fais blanchir. OK. Tu sais, quand tu fais blanchir, ça prend pas de place. Hein? Effectivement. Moi, j'ai déjà vu une valise de mon auto remplie de feuilles de kale, la Sinato, là. Puis quand j'ai eu fini de tout blanchir ça prenait presque plus de place dans le Non, c'est clair, ça diminue beaucoup. Ça, on fait des soupes, des caldo verde, des soupes portugaises avec tout ça. C'est vraiment bon. Et c'est extrêmement généreux. Good. Ben là, tu vois des salades qui. Bon, c'est vers la fin, là, je laisse monter. Ça, c'est de la Black Seeded Simpson. On en a pas mal mangé. Ici, regarde, on a mangé des laitues. Regarde, vois-tu, ils sont en train de nous retiger. Ils sont en train de faire des bébés Ben laitues. oui, toi. OK. Je ne m'attends pas à avoir des petites têtes la plupart du temps. Sauf que cette variété-là, c'est la reine des glaces. Je vais voir. La plupart du temps, ça peut te faire des petites feuilles. Ça ne se rend pas vraiment parce que c'est une salade en pomme. On voit ici, là, regarde, la pomme a fendu. Elle, je la laisse monter pour faire de la graine. OK, regarde ici, on en a d'autres. Là. Ça tortille. Ça va probablement monter en graine. Ce qui fait mon affaire parce que je veux refaire de la semence. Celle-là ici que tu vois, c'est une magnifique laitue. Ça, c'est la dorée de printemps. OK? On va dire le mot iceberg, là, mais c'est pas des icebergs, c'est plus tendre, c'est moins pacté et c'est aussi beaucoup plus savoureux. Ça, ces types de laitues-là, les icebergs, en fait, c'est des Batavia. Les Batavia sont des laitues à feuilles très croquantes. OK. Selon la variété, elle peut plus ou moins pommer. La iceberg qu'on connaît, c'est peut-être la plus pommante de toutes les Batavia, là. Mais regarde, celle-là ici, il ne fait pas de pomme. Et touche la feuille, tu vas voir, c'est croustillant, c'est ferme. Ah oui. Là, je vais avoir c'est un goût de épais. verdure plus. Ben OK? oui. Puis quand si tu la pognes avec la main, là, tu vois que c'est crunché. Là. Ah, c'est vraiment une Celle-là belle s'appelle pomme, là, Carmel. ça, là. Ça, sont magnifiques, là. C'est le temps de les manger, là. Ici, tu as tes brocolis, Ça, c'est des kales. les kales juste Ah, en ça avant devrait être des ça, regarde, brocolis. quand on parle de problème de semences, des fois, là, l'emballage disait bel et bien l'Acinato, qui est la kale noire, là, le Cavallo Nero, là. C'est la feuille longue qui est c'est la kale la plus sucrée, mais elle est noire presque. C'est vraiment pas ça que j'ai. Là. Je peux pas te dire la variété, il y en a tellement de variétés qui se ressemblent. Ouais. À un moment donné, j'avais une vingtaine de variétés de kale à mon jardin de recherche, puis, tu sais, pour être très, très franc, là, au visuel, là, tu sais, un verre de vin, puis tu sais pas la différence. Bien tranquillement. Là, c'est le vieux de Sico. Regarde là-dessus, il me fait une petite tête ici, là. Ouais. Ben là, elle va grossir, elle, là. Ouais. Mais après ça, lui, il fait moins une grosse tête. Après ça, il va faire plein de je vais dire des brocolini, là, des petits brocolis latéraux. OK. C'est pour ça que je veux cette variété-là. Il y a des variétés, là, Imperial Star, tout, ça va te faire une grosse tête, puis c'est fini. OK. Il ne branchera pas. Mais dans un jardin, c'est pas ça que tu veux. Tu Non. veux en manger de manière régulière. Ce que Exactement. les gens ne savent pas aussi, c'est que la feuille de brocoli, c'est peut-être la meilleure de toutes les kales. Ah oui. C'est très, très, très sucré. Utilisez-la comme une kale. Elle va juste être plus tendre et plus sucrée. Mm. Mais elle a des caractéristiques pour la santé et tout ça, là. On est mais véritablement pas loin de la kale. Là, ça a l'air de rien. Mais c'est un an. En fait, c'est la deuxième année de travail. Quand tu vois ici, ce sont des croisements, en fait, avec mon amie Isabelle Paquin au Jardin botanique de Montréal. Isabelle a fait des oignons. On avait sélectionné ensemble un paquet de variétés d'oignons gastronomiques d'ailleurs dans le monde. OK. Et ce qu'on a fait, tu vois ici, là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je
Je ferme le deuxième étage. On n'est que deux dans cette immense maison-là. Alors, on ferme le deuxième, qui se garde autour de 12, 10, 12, 13 degrés, ce qui est une température idéale pour la conservation de l'oignon. Alors, j'ai mis tous les oignons, les variétés dans des sacs. Et laisse ça dans une pièce, puis on revient au printemps. Ah, Le fait qu'il soit dans un sac de papier, s'ils ne moisissent pas vraiment, ils se déshydrataient dedans. C'est OK. quand même de la chaleur électrique. ouais. Et puis, on a juste sélectionné ce qui avait survécu, tout simplement. Et là, j'ai mélangé ça. Alors là, ben, par exemple, ça, j'ai le sénol ici. Tu regardes, là, j'ai les deux. Là, je vais tous les éloigner un de l'autre. Tu aurais pu ça tout coller. Là, c'était pas dangereux. Là. Mais ça, ici, là, le sénol, c'est le fameux oignon doux des Cévennes. OK. OK? Qui est un... On n'a pas de culture gastronomique de l'oignon ici, c'est dommage. On a de l'oignon jaune, du blanc, du rouge. Effectivement. Tu sais, les oignons, les vieux oignons paysans français ou espagnols ou italiens, les gens les ont cultivés pour la richesse des saveurs en cuisson. Tu sais, moi, je me suis déjà fait une soupe à l'oignon avec du sénol, là, du doux des Cévennes, là, du jaune des Cévennes. Et écoute, c'était tellement sucré que je l'ai remélangé avec une soupe à l'oignon liquide. Ah oui. Mais c'est goûteux. En oignon frit, tu prends un oignon espagnol générique ici, tu fais cuire ça, c'est pas le plus savoureux de la terre. Tandis que ça, là, il a de la richesse dans le goût, ça te roule dans la bouche. Puis toutes ces variétés-là, ben, c'est ça. Ça, c'est le rosé d'Armorique, qui est l'oignon officiel, en fait, qu'on appelle souvent l'oignon de Roscoff. OK. Dans la région de Roscoff, il y a l'appellation contrôlée, OK, mais c'est le rosé d'Armorique, c'est le même oignon. C'est la variété Caravelle, là, c'est le même truc. Et là, j'ai remarqué, moi, parce qu'on avait du Colorado de Figueras, qui vient d'Espagne, je pense qu'ils ont un ancêtre commun, parce que l'oignon breton, en fait, vient du Portugal. OK? Il est arrivé en Bretagne il y a 400 ans, amené par un moine directement du Portugal. Les deux se ressemblent tellement que je soupçonne un ancêtre commun. Ah, ça se peut, Évidemment, ça. dans 400 ans, les lignées se sont différenciées. Ouais. Mais là, je vais les recroiser. Comme les deux ont survécu ici, tu sais, c'est l'oignon de la marine française. Hein? C'est parce qu'ils l'amènent en bateau, donc c'est parce qu'il se conserve. J'imagine. Ouais. Alors là, ce que je veux faire, je veux créer l'oignon rose du Québec. Alors, juste ça, assez d'oignons, ça va me faire des graines. Puis ça va être juste assez pour lancer une production. Bien sûr, ça va prendre des années là, avant d'avoir des graines en quantité. Là. Voilà, là, j'en ai 11 croisements différents. L'oignon ourcadaire, qui est un oignon fait très très long. C'est magnifique, c'est un oignon très très long, c'est un oignon français, mais qui se conserve. Eh bien, Alors que le Tropea longa qu'on connaît, l'oignon long, tu conserves plus ou moins bien. mange-les quand tu l'as. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, alors tout ça, ces variétés-là, là, ça c'est... Écoute, on ne sait pas si tout va réussir, mais... Ah, ben quand on fait pas de test, on le sait pas, hein? C'est ça. Quand tu n'essayes pas, tu réussis jamais. Non, exactement. Voilà. Exactement. Il faut avoir des échecs pour apprendre dans la vie. Ouais. C'est du maïs, ça? Oui, ben ça, c'est des essais de miniaturisation. Là. J'avais déjà remarqué que quand tu faisais pousser du maïs dans des contenants, il avait tendance à se miniaturiser. Là, il manque vraiment d'azote. Il va falloir que je donne un coup. Ça ne marchera pas. J'en suis convaincu. Là. OK. Regarde, je fais déjà du pollen. J'ai pas d'épis. Puis, je l'ai trop miniaturisé. Fait que là, je vais m'occuper de celui-là en arrière. Là. OK. C'est ça que je vais manger. Les haricots sont là. La terre est extraordinairement pauvre ici. C'est la pire terre que j'ai jamais eue. Hein. Et il faut mettre de l'engrais, mais constamment. Tout disparaît. L'eau coule. Ça se dessèche très rapidement. Là, il n'y a plus pendant 5 jours, mais tu peux marcher, là, puis ça ne te colle pas. C'est comme ça. Avant je travaillais tout en butte. Maintenant, j'ai tout travaillé. Comme mes pommes de terre, tout ça, ça a commencé par être dans le creux. Dans OK. les vallées que j'ai renchaussées après. OK. Parce que ça ne garde pas d'eau. Ça garde, mais vraiment pas d'eau. Regarde, tu vois, là, ça commence à être prêt, puis j'ai pas d'épis. Fait que là, je l'ai trop laissé longtemps dedans. Ouais. J'ai trop assez. J'ai réussi une fois à le faire magnifiquement bien. Il faudrait que je maîtrise la technique. J'avais des plants de cette hauteur-là, peut-être un tout petit peu plus haut. J'avais des épis de blé d'Inde, même après, c'était vraiment comme capoté. Là. Sur des plants mini. Ah, sur des plants, comme il était à peine plus haut. Ça. Quand même intéressant, ça. OK, ici, t'as quoi, Michel? Ben, ça, c'est mes oignons, c'est mon rang d'oignons gastronomiques. OK. Le rouge de Toulouse, le sénol, Regarde ça, il y a eu une bataille de choses, c'est quoi là-dedans?
Ça, c'est des radis. Quand les gens ne savent pas, là, j'en laisse monter quelques-uns en graines. Je vais arracher les autres. Là. Parce que ce que les gens ne savent pas, ça, tu peux manger. Regarde, le petit mini brocoli, là, Ouais. ça se mange. Tu n'es pas loin du brocoli, mais avec un petit goût de radis. La silique, le fruit du radis. Un radis, là, tu n'as pas beaucoup de nourriture là-dedans. Et dans ça ici, là, je vais avoir un bon 3, 4 onces, 5 onces peut-être de silique. OK. Le fruit du radis est délicieux. Quand tu le cueilles jeune, là, c'est gonflé, c'est juteux, ça goûte le radis, mais en plus doux, une version douce du radis. Ça se met en stir-fry, c'est... En fait, il y a des variétés qu'on appelle les radis queue de rat, qui sont adorés par les gens en Inde. Tu as des radis avec les queues qui peuvent être juste longs comme ça. J'avais ça, moi, les chefs capotaient là, dans mon jardin. J'en avais dans mon jardin de recherche. Puis, à un moment donné, il est arrivé, il y avait un des chefs, un chef portugais, dont la petite amie était une Indienne. Elle avait emmené sa mère. C'était de voir la madame là, qui ramassait les radis queue de rat. Là, elle pleurait presque. Là. Ah oui. Ah ouais, elle pensait pas trouver ça au Canada. Là, Ah, on peut faire pousser toutes sortes d'affaires. oui, honnêtement, puis c'est pas toujours la partie qu'on pense qui se mange. Là. Des fois, il y en a pas mal plus qu'on pense. En tout cas, si les gens peuvent essayer avec leurs feuilles de brocoli, pas les gaspiller, les utiliser comme kale, ils vont voir que c'est bon, mais vraiment bon. Ici, tu as un beau cerisier, Michel. Ouais, tiens. Là, regardez, j'en ai gardé quelques-unes pour te les montrer. T'es donc fin. Regarde, ça c'est un cerisier, ça c'est un Roméo, si je ne me trompe pas. C'est des cerisiers de Saskatchewan, des petites griottes. OK. C'est un croisement interspécieux. Il m'en reste quelques-unes. Là. Ah ouais. Tiens. Elles sont vraiment belles à part ça. Oui, elles sont belles. C'est pas gros, mais c'est beau, puis c'est bon. C'est plus sucré un petit peu que la cerise à tarte, genre Montmorency, là, mais ça a vraiment la même utilisation. C'est surette un petit peu. Surette, mais sucré. Un bon mélange des deux, je trouve. Ça fait des belles bonnes tartes. Ouais. Là, j'ai des bleuets, des groseilles. Là, les amélanchiers, c'est fini. Il y a des poires en arrière, mais là, ce sont des très jeunes arbres. J'ai peut-être 10 poires dedans, la première année de production. Les pommiers, les pruniers. Un très beau terrain, Michel. Ben merci. Très beau terrain et très belle maison centenaire à part de ça. Oui, ben merci beaucoup. À quel âge? 1909. 1909. Vraiment belle maison de campagne. C'est le propriétaire du magasin général du village qui est décédé. Alors, sa femme a vendu. OK. C'était une des notables du village. Puis là, elle a bâti cette maison-là pour elle et sa femme. Fait que Michel, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous aujourd'hui. Quelle belle tournée. Plein d'expériences que tu m'as appris, des affaires que je ne savais pas, puis que je suis convaincu que vous autres aussi, vous avez appris à la maison. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Michel, un petit mot pour la fin? Ben, écoutez, les amis, au plaisir de vous revoir. Puis si vous avez des questions, parfois, il suffit de me contacter sur le site de Passion Jardinage. Exact. Bonjour Martin, puis ça nous fera plaisir. Bye bye la gang. Tout à fait. Merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié l'émission. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. Puis venez jardiner avec nous sur le groupe Passion Jardinage sur Facebook. Sur ce, merci d'avoir été là. Je vous dis ciao et à bientôt. Salut!